Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on vous parle rapidement de comment choisir ou amener une certaine réflexion dans vos couleurs et votre typographie, et finalement comment trouver les bons mots pour communiquer avec votre graphiste, votre infographiste ou votre studio design. Alors concernant les couleurs, on ne va pas s'étendre énormément sur les couleurs, simplement vous dire que euh, le choix des couleurs va avoir de l'importance dans vos marques. Je ne reviendrai pas sur le fait de dire que il faut imaginer votre marque dans plusieurs couleurs pour qu'elle puisse s'adapter à plusieurs supports. Mais j'avais trouvé cette image, et je ne sais pas si elle est très scientifique, mais simplement vous dire que si ceci n'est pas vrai, c'est-à-dire que le jaune représente l'optimisme, la clarté et la chaleur, l'orange, l'amitié, le fait d'être heureux et d'être confiant, le rouge, l'excitation, la jeunesse et le fait d'oser, le mauve, la créativité, l'imagination et la sagesse, le bleu, la confiance, le fait qu'on peut se reposer sur moi et que je suis fort, le vert, la paix, la croissance et la santé, et le gris, l'équilibre, l'aspect neutre et calme, et le multicolore, la diversité. Je ne sais pas si ces définitions sont vraiment réelles, mais quoi qu'il arrive, c'est intéressant de regarder les autres marques qui s'inscrivent dans un code couleur et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'elles dégagent pour moi? Et pourquoi est-ce qu'elles s'inscrivent dans ce code couleur-là? C'est toujours intéressant, en tout cas, de regarder ça. C'est une des raisons pour lesquelles nous, on n'a jamais travaillé avec du vert, parce que autant on peut partager des valeurs écologiques très fortement, autant c'est pas notre métier. Et donc on s'est jamais inscrit là-dedans. Alors vous allez me dire, Starbucks, c'est pas leur métier. Non, peut-être pas, mais en même temps, peut-être que le côté health, peaceful, le côté mon moment café, peut-être quand même le côté on récolte des grains de café, il ne faut pas le faire n'importe comment, on va avoir de l'impact. Animal Planet, on est clairement là-dedans. Euh, Ici, vous avez des marques de voitures, oui, c'est des marques de bagnoles, mais pour aller dans les bois plutôt. Enfin, c'est plutôt des voitures d'aventuriers. Donc, on en revient quand même fortement à des liens à la nature. Et c'est pas pour rien que BP a changé son logo pour le faire devenir vert. BP, il a changé son logo parce qu'il avait des problèmes de militantisme euh, anti-entreprise pétrolière et il voulait redorer leur image vis-à-vis de l'écologie. Un autre commentaire, c'est que malgré tout, les études prouvent que le bleu inspire confiance. Je pense qu'il y a des études qui ont montré que si vous faisiez exactement le même entretien d'embauche en bleu ou pas, à compétence égale et à performance égale à l'entretien, vous aviez plus de chances d'avoir le job après l'entretien que si vous êtes en bleu que si vous ne l'étiez pas en bleu. Et un autre commentaire, c'est que ceci, c'est une structuration et une interprétation des couleurs hyper occidentale. Je vous donne un exemple. Le blanc qui nous semble être la pureté, qui nous semble être la paix ici, et qu'on va utiliser au mariage, etc. Vous prenez le blanc au Japon, c'est la couleur de la mort. C'est la couleur du deuil, c'est la couleur des enterrements. Donc, on n'est pas du tout dans le même imaginaire culturel autour de cette couleur-là. Moi, le mauve me parle énormément, et il me parle aussi parce que c'est un mix entre du rouge et du bleu qui sont souvent des couleurs qu'on oppose, et moi j'aime bien le fait qu'elles se rencontrent. Et donc le mauve, en tout cas pour le moment, me parle. Et vous l'avez vu dans Hubble, vous l'avez vu dans Mugshot, je travaille pas mal avec le mauve. Et ici, vous voyez que la lecture du mauve, c'est créativité, imagination, sagesse. Ce que Salvatore vous dira, c'est que lui, dans sa culture, le mauve correspond à la mort. Ouais, c'est l'étole du curé. Donc, c'est l'étoile du curé. Moi, tu m'avais déjà dit ça et ça m'avait marqué parce que je m'étais jamais imaginé que le mauve ferait référence à ça. Et pourtant, voilà, toi, dans une certaine partie de ta culture, ça y fait référence. Donc, c'est assez marrant de se... Donc, vous braquez pas non plus. Je trouve qu'avec les couleurs, il y a énormément de on-dit et de grandes vérités et où on enfonce des portes ouvertes sans pour autant que ce soit vraiment avec du fondement. Pensez bien à choisir des couleurs qui vont bien ensemble. Alors, comment est-ce que vous pouvez choisir des couleurs qui vont bien ensemble? Alors, un, regardez ce qui se fait.
2, je vous ai parlé de la roue des couleurs. Il y a la roue Adobe, vous tapez dans Google Adobe, roue des couleurs ou Color Wheel, W-H-E-E-L. Vous allez trouver cette roue qui va vous permettre de tester des couleurs qui vont plus ou moins bien ensemble. N'hésitez pas aussi à aller sur un site qui s'appelle Design Seeds. Vous le verrez, il sera dans les ressources. Design Seeds, c'est un site avec plein de photos hyper colorées qui sont présentées. Et si une photo vous parle en termes de couleurs, la graphiste qui a réalisé ce site vous donne la palette de couleurs à côté. Et donc vous voyez bien quelle couleur va bien avec quelle autre couleur en fonction de palette de couleurs par rapport à des photos qui vous parlent. À titre personnel, j'ai repeint toute ma maison avec ce site en regardant les palettes de couleurs qui me parlaient. Donc, ça peut être intéressant aussi. Non, si vous cherchez des couleurs, il y a aussi la roue chromatique Adobe. C'est ça. Et donc, cette roue chromatique Adobe, elle a une particularité, c'est qu'elle associe des mots à des palettes de couleurs. Donc, si par exemple, vous avez des mots dans votre baseline ou vous avez des valeurs qui vous collent, vous commencez à taper des mots et elle vous sort des palettes de couleurs, c'est-à-dire, je pense, c'est 8 couleurs chaque fois. OK. Donc, ça vous donne des points de départ pour initier une réflexion. Parce que c'est vrai, quand on vous dit il y a des millions de couleurs, bah, en choisir une, quel type d'orange, quel type de jaune, ça vous permet ici de faire une sélection qui est arbitraire, mais c'est un point de départ. Et enfin, pour terminer sur l'identité visuelle, on va vous parler de typographie. Donc la typographie, c'est la manière de créer les lettres. Donc c'est l'anatomie des lettres. Désolé pour cette image que je n'arrive pas à mettre moins floue sur la présentation, mais vous avez ici toutes les références pour la retrouver, donc il n'y a pas de souci. Si vous devez la retrouver sur Google, elle est assez facilement trouvable. Donc, l'anatomie d'une lettre, vous voyez ici, c'est simplement pour vous donner du vocabulaire pour discuter avec votre graphiste. Si jamais vous avez envie d'avoir une discussion avec vraiment du fondement, bah vous avez ici le vocabulaire technique, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est toujours intéressant de savoir quel mot il faut utiliser. À nouveau, du mot ici, le glyphe, le point typographique, l'interligne, la casse, tout ça, c'est du vocabulaire qui peut vous permettre d'échanger avec votre graphiste. En termes de famille de caractères, vous voyez qu'il y a différents types de caractères en fonction du fait qu'ils soient gras. De la chasse, c'est-à-dire l'espacement entre les lettres et la position du caractère, s'il est droit, régulier ou italique. Vous avez des classifications de police qui peuvent se faire par rapport à, ici, bah, je ne l'ai pas moi ce vocabulaire, mais le bout des lettres qui va être plus ou moins penché, et les diagonales des lettres qui vont être plus ou moins droites ou plus ou moins obliques. On va parler ici de chasse, on va parler de sérif ou de sans sérif, on va parler de lettres ornées. Donc vous voyez que script, c'est les lettres qui sont plutôt écrites à la main. Vous avez plusieurs typologies de typographie. C'est intéressant d'en explorer plusieurs. Ici, ils vont vous proposer quelques combinaisons typographiques. Ce sont que des exemples, hein. Je ne vous dis pas que c'est parfaitement bien, mais c'est intéressant surtout de regarder ce type de typo va bien avec cet autre type de typo. Et vous allez voir dans une autre explication, j'y viens tout de suite, les 10 commandements de la typographie, que ben voilà, le commandement numéro 1, c'est connaissez bien vos familles de lettres pour pouvoir en parler correctement. Combiner une sans sérif, c'est-à-dire sans petit embout en haut des lettres et en bas des lettres, alors qu'ici, bien. Donc, combiner une sans sérif avec, si vous devez utiliser plusieurs typologies de lettres, avec du sérif. Combiner deux typologies de lettres qui sont exactement les mêmes, en fait, ça ne donne pas bien. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir une cassure entre les mots que vous allez mettre le plus en avant, les titres principaux, et puis le texte qui va suivre derrière. Et ça fait le lien avec la suite, donc le contraste est la clé. Et le contraste, ça peut non seulement être dans la typologie de typographie, mais aussi le fait qu'elle soit plus ou moins grasse, plus ou moins imposante. Essayez de vous limiter à 2 types de typographie maximum dans un texte, dans un flyer, sur votre site, etc. Essayez de ne pas aller au-delà de
3 si jamais il faut aller jusqu'à 3, mais pas au-delà, sinon les gens s'y perdent. C'est vraiment, on ne comprend pas pourquoi vous mettez autant de typologies de lettres différentes. C'est un peu comme dans un PowerPoint, si vous vous amusez à tester toutes les animations différentes et que vous avez une fois le truc qui apparaît simplement comme ça, une fois il vient en tournant, une fois il vient de la droite, une fois il vient en pivotant sur lui-même, une fois il s'ouvre. C'est juste dégueulasse d'utiliser trop d'animations différentes. C'est pareil avec les différentes typographies. Une typographie va aussi créer une certaine humeur. Si vous mélangez trop les humeurs, vous voyez que ça ne donne rien non plus. Donc, essayez de garder une cohérence dans les humeurs des typographies que vous utilisez. C'est la leçon 7. La leçon 8, c'est de se dire, ben, vous pouvez travailler, essayez que vos typographies correspondent à une époque qui est similaire. Si vous avez un truc super futuriste avec un truc qui est des années 30, évidemment que ça va jurer. Donc, voilà, essayez d'être cohérent sur les époques de vos typographies. Utilisez différents poids, donc qu'elles soient plus ou moins grasses. Et enfin, il y a quelques vieilles typographies qui ont été usées et réusées avec les vieux Word, etc. Comic Sans est l'ennemi numéro 1 des graphistes. Donc, évitez ça. Voilà les 10 commandements des typographies. Nous-mêmes, on n'est pas graphistes, donc c'est simplement pour vous donner des clés de lecture qui vont vous permettre de discuter avec vos graphistes. Alors, en termes de ressources, on vous a donné quand même quelques liens. Ici, ce sont des liens pour les typographies, donc dafont.com, c'est pour aller voir. Vous pouvez même l'utiliser dans vos documents à vous. Il y a plein de typos qui sont accessibles gratuitement sur Dafont ou FontSquirrel. Et si vous voyez un texte qui vous intéresse, et vous vous dites « Ah, j'adore la manière dont c'est écrit, j'aimerais bien trouver quel est le type de lettre, quel est le type de typo, ou pour le dire en français, quel est le type de police de caractère utilisé », vous pouvez toujours utiliser le site myfont.com/whatthefont. Vous allez télécharger une image, cibler le mot que vous aimez bien, et il vous demande alors de dire qu'est-ce qui est écrit. Vous réécrivez le mot en texte avec votre clavier, et il va associer ce qu'il est censé trouver avec ce qu'il voit, et il vous dira, bah, c'est probablement telle police ou telle gamme de police. Donc ça peut vous être utile. On vous a parlé dans les ressources. N'oubliez pas d'aller voir sur Google la roue chromatique d'Adobe ou Design Seeds, donc design comme design, et Seeds comme une graine, S-E-E-D-S. Attention aussi que vos typographies, si elles ne sont pas naturelles, si ce ne sont pas des typographies qui existent déjà dans les traitements de texte ou dans les ordinateurs, quand vous allez envoyer des documents, elles risquent de ne pas s'afficher correctement chez votre correspondant. Sauf si, quand vous utilisez ça dans des mails, vous incluez la police de caractère dans l'email, dans des paramètres de messagerie et compagnie, mais là, ça devient plus compliqué. Ce qui veut dire que si vous avez une typographie très spécifique, utilisez-en deux. Une que vous utilisez, par exemple, pour l'impression de vos flyers, de votre identité visuelle, et une autre que vous utilisez pour communiquer. En tout cas, si vous utilisez une police spécifique pour communiquer, votre destinataire ne la verra pas correctement. Sauf si vous enregistrez votre document en PDF, et donc ça veut dire que votre document est finalement une forme d'image, hein, PDF, Print Document Format, et donc votre destinataire ne pourra en aucun cas le modifier, ce document. Vous lui envoyez une image de votre document écrit d'une certaine manière.